Bonjour à toutes et à tous. On est parti pour faire des vérifications sur la Yaris Cross, Toyota Yaris Cross. Tout d'abord, on va commencer par, je vais vous dire, que vous pouvez trouver les listes de questions sur, tout simplement, en tapant sur votre moteur de recherche, hein, questions de vérification intérieure-extérieure. Et puis, vous allez tomber sur le PDF du ministère de l'Intérieur, donc qui vous donne toute la liste, hein, banque de vérification technique, etc., avec les questions de vérification, toute la liste de questions. Alors, comment ça se passe? Vous avez des vérifications intérieures et extérieures. Alors, là par exemple, nous avons en vérification intérieure, VI, la question 01. Ensuite, VE, vérification extérieure, on a la question 02, ainsi de suite. Donc VI, la question 03, et ici, vérification extérieure 04. C'est-à-dire que si vous tombez sur un chiffre, quand on va vous demander de donner les deux derniers chiffres du totalisateur kilométrique, et bien si vous tombez sur un chiffre impair, ça sera une question intérieure, VI. Voilà, on peut le voir ici. VI, vérification intérieure, et c'est un chiffre impair. Et si vous tombez sur les deux derniers chiffres du totalisateur kilométrique, et que c'est un chiffre pair, eh bien vous allez tomber sur une vérification extérieure. Vous allez devoir aller à l'extérieur pour montrer à l'inspecteur, à l'inspectrice, hein, ce que vous a demandé, la question qui vous a été posée. Hein. Alors ici par exemple, on voit que le totalisateur kilométrique est 9324. Donc les deux derniers chiffres 24, donc c'est un chiffre pair, ça sera une question extérieure. Vérification extérieure. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la première question. Ici, montrer la commande de réglage de la hauteur des feux. Alors, sur ce véhicule, donc la commande existe, bien que ce soit des feux LED, et c'est juste ici. On voit la commande ici de réglage. Voilà, 0, 1, 2, 3, et donc plus on monte, plus les feux baissent, pour ne pas aveugler. Donc on a une charge à l'arrière, effectivement l'arrière s'affaisse, devant ça monte, et automatiquement il faut régler les feux pour ne pas risquer d'aveugler les autres, et c'est grâce à ce bouton-là, grâce à cette molette de réglage. Alors, la question de sécurité. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Comme je l'ai dit tout à l'heure, justement pour ne pas aveugler les autres usagers. Et pour pouvoir mieux voir aussi, pour avoir une meilleure visibilité. Alors ici, on va voir la réponse. Voilà, pour ne pas éblouir les autres usagers. Ok. Alors je vais passer sur les questions de premier secours parce que je vais faire une autre vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil, c'est de réviser vraiment les questions de vérification intérieure-extérieure avec la question de sécurité. Faites cette révision-là et ensuite vous vous concentrez sur les questions de premier secours. Hein, ça sert à rien de tout faire en même temps parce que sinon vous risquez un petit peu d'en avoir un petit peu marre parce que ça, mine de rien, ça fait un peu beaucoup. Donc du coup, concentrez-vous de toute façon sur la première et la deuxième question, donc question de vérification et la question de sécurité, et vous verrez après les questions de premier secours, d'autant plus que les questions de premier secours, vous allez voir qu'il y a franchement les trois quarts des réponses que vous connaissez déjà. Parce que dans la vie de tous les jours, eh ben, on a déjà appris ça. Hein. Alors, je vais continuer avec la deuxième vérification, on va faire dans l'ordre. Hein. Montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Eh ben, on va le faire. Alors ici, je vais ouvrir le capot, c'est juste là. Voilà. Et ensuite, nous avons juste ici, à peu près au milieu, hein, on a un petit loquet qui se trouve juste là. Il suffit de tirer. Voilà. On tire vers la gauche et on soulève. Il faut faire attention parce que le capot est un petit peu lourd. Et ici, on a la petite barre, la petite tige de maintien que l'on met ici. Voilà, juste là, dans l'orifice. Et donc, on nous a demandé le remplissage du produit lave-glace. Et bien, il se trouve là. Voilà, on voit le symbole dessus. Hein, le produit lave-glace. On ne vérifie pas le niveau, ça ne sert à rien. Quand il n'y en a plus, on en rajoute un bar. Voilà. La question de sécurité. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Et bien, tout simplement parce que le liquide peut geler. Si c'était de l'eau, par exemple, et ben, ça pourrait geler en hiver avec des températures négatives. Alors, on va voir la réponse, hein, pour éviter le gel du liquide. Ok. On va passer à la question numéro 3. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Alors, si le rétroviseur de l'accompagnateur gêne la manipulation du dispositif, l'explication suffit. Bon. Alors ici, nous avons le rétroviseur intérieur et il se met automatiquement en position nuit. Ça se met ici, explication, hein, ici on a un capteur qui capte la luminosité.
et plus effectivement la luminosité est forte, plus ça va assombrir le miroir du rétroviseur. Donc effectivement, le mode nuit se fait automatiquement sur ce genre de rétroviseur. Ici, comme vous le voyez, il y a écrit auto, c'est tout simplement pour enlever le mode auto. J'appuie dessus, on voit ici que ça s'est éteint. Voilà, je rappuie dessus, voilà, là c'est en vert, et là ça s'est éteint. Voilà, ça revient, là le rétroviseur devient un rétroviseur normal. Donc effectivement, si on est ébloui, on risque d'être ébloui. Donc il vaut mieux rester en mode auto, où là effectivement ça va s'assombrir automatiquement. Alors question de sécurité. Quel est l'intérêt de la position nuit? Tout simplement de ne pas être ébloui par les véhicules qui suivent. S'ils ont par exemple leurs feux qui sont mal réglés, ça risque d'éblouir. Alors, on va voir la réponse. Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Voilà. Alors, vérification extérieure. Donc, question numéro 4. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Alors, le flanc du pneu, c'est ceci, c'est la partie visible, en fait. Le flanc du pneu. Là, c'est la bande de roulement, ici. Et là, c'est le flanc du pneu. Et on vérifie tout simplement si c'est en bon état, s'il n'y a pas de déchirure. Là, pas de déchirure, s'il n'y a pas de hernie. Qu'est-ce que c'est que les hernies? Ce sont des bosses qui peuvent se former. Bon, c'est très rare maintenant qu'il y ait des hernies sur les pneus, mais il faut vérifier. Voilà. Donc, effectivement, là, on voit bien que le flanc du pneu est en bon état. Il n'y a pas de souci. On va passer à la question de sécurité. Citer un endroit où l'on peut trouver la pression préconisée pour les pneumatiques. Eh bien, on peut trouver ça. Alors, on nous dit un endroit où on peut trouver. On peut le trouver soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit sur l'une des portières avant du véhicule. La plupart du temps, c'est la portière qui se trouve côté conducteur. Soit on peut trouver ça aussi sur le clapet de la trappe à carburant. Bon, là, c'est vraiment pour les voitures anciennes. La plupart du temps, on ne trouve pas ça sur les trappes à carburant. C'est assez rare. En revanche, vous allez trouver ça effectivement sur une petite notice, on verra tout à l'heure dans la prochaine question, sur une toute petite plaque qui se trouve sur la portière. On va la voir maintenant, comme ça c'est fait. Juste ici. Là. Voilà, juste là. Donc on verra tout à l'heure effectivement pour la question, une autre question extérieure. Donc c'est juste ici. Alors ensuite, vérification intérieure, question numéro 5. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Alors pour faire fonctionner les accessoires, il faut mettre en route, on n'est pas obligé de mettre en route le moteur, mais on met le contact en route. Là, j'ai mis en route le contact, il n'y a pas de souci, en appuyant sur Power. Donc, carrément, vous mettez le pied sur le frein et vous appuyez sur Power, comme ça tout est mis en route. Et puis là, pour pouvoir mettre les essuie-glaces en position rapide sur ce véhicule, c'est vers le bas, on le voit ici. Ici, c'est le mode auto. Alors là, quand il y a le petit rond ici, c'est qu'on est sur 0. Donc là, c'est le cas. On est sur 0, il n'y a pas de souci. En haut, ici, c'est un seul balayage. Hop, on le voit ici. Et ensuite, vous avez vers le bas le mode auto, que l'on peut régler aussi ici. Mode auto, et là, vous avez première vitesse et deuxième vitesse. Donc, voilà, ça c'est le mode auto. Ensuite, première vitesse, et la vitesse la plus rapide. Alors, c'est un véhicule Toyota, Toyota Yaris Cross, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est différent des voitures européennes, où, effectivement, le levier, c'est vers le haut qu'on met les essuie-glaces. Alors que là, sur les voitures Toyota, les voitures japonaises, c'est vers le bas. Il n'y a pas que Toyota qui le fait, c'est souvent les voitures étrangères, c'est vers le bas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Question de sécurité. Comment détecter leur usure en circulation? C'est simple, lorsque ça laisse des traces d'eau, c'est que, effectivement, les balais d'essuie-glace sont à changer. Alors, on va voir la réponse. Voilà, en cas de pluie, lorsqu'il laisse des traces sur le pare-brise. Ok. Donc ici, vérification extérieure numéro 6, vérifier l'état, la propreté des plaques d'immatriculation. Alors, je viens ici devant et je vérifie l'état, la propreté des plaques d'immatriculation. Je vois ici que effectivement c'est propre puisque c'est visible, il n'y a pas de souci. Et c'est en bon état aussi parce que c'est pas cassé, c'est pas brisé, il manque pas un morceau, il manque pas quelque chose. Donc effectivement il n'y a pas de problème, c'est en bon état et c'est propre. Je fais la même chose derrière. Voilà, je vois que la plaque est visible et elle n'est pas cassée, elle n'est pas brisée, elle est en bon état et c'est propre, pas de souci. Question de sécurité. Alors, quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Eh bien, il faut absolument que la plaque d'immatriculation arrière soit visible et que les feux également soient visibles. Très important. On va voir la réponse. La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Alors ensuite, question numéro 7. Vérifier la présence du gilet. Ah zut. Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Hop, on va éteindre. Voilà.
Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Alors le gilet de haute visibilité, je mets toujours derrière le siège passager. Alors il est ici, je vais le sortir, je le remettrai tout à l'heure. Le voici, il est là. On peut appeler gilet jaune aussi, hein, c'est accepté, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je le remettrai tout à l'heure. Alors, question de sécurité. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Eh bien, le triangle de présignalisation, qui est obligatoire. Alors, on va voir aussi, on verra que effectivement le triangle de présignalisation, attention, par exemple sur l'autoroute, on ne peut pas le mettre parce que ça peut créer un accident. Donc on verra la question suivante. Alors ici, voilà la réponse, hein, le triangle de présignalisation. Voilà, en cas de panne. Alors, vérification extérieure. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Eh bon, on va le voir, j'ai laissé le capot ouvert exprès. Le liquide de frein est ici. On voit ici, dessus, il y a une plaquette de frein hein, que l'on voit. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît que effectivement c'est bien le récipient du liquide de frein. Et le niveau se trouve ici entre le maximum et le minimum tout en bas. Là on voit bien par transparence que c'est vraiment rempli à ras-bord. Ça va jusqu'au maximum, donc il n'y a pas de souci. Voilà, là il n'y a pas de souci. Il y a bien du liquide de frein. Alors, question de sécurité. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? La conséquence, c'est qu'on risque d'avoir un freinage qui soit un freinage insuffisant, voire même inexistant. Alors, on va voir la réponse. Une perte d'efficacité du freinage. Okay. Vérification intérieure, vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise. Alors ici, dans la boîte à gants, nous pouvons voir, alors, normalement hein, c'est dans la boîte à gants, il n'y a pas de souci. Ici, le certificat d'immatriculation. Voilà, véhicule. Tac. Se trouve ici. Alors j'ai le document ici, attestation d'assurance, donc quand on va arriver à cette question-là, pas de souci, on le fera aussi. Alors, quels sont les deux autres documents, ça c'est la question de sécurité, quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Eh bien justement, l'attestation d'assurance qu'il va falloir présenter aussi, et bien sûr le permis de conduire. Alors ici on va voir la réponse, hein. Attestation d'assurance et le permis de conduire, pas de souci. Alors, on a question de vérification. Extérieur, contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Ok, pas de souci. Hop. On va commencer par l'avant. Alors, normalement, le capot est fermé. Non, on va vérifier balais d'essuie-glace. Alors, je vais poser mon téléphone. Non, dans la poche. Ici, je vérifie les balais d'essuie-glace en soulevant tranquillement balais d'essuie-glace et je passe mon doigt voilà, dessus pour voir s'il n'y a pas d'accroc ou quoi que ce soit, hein, ou carrément un manque de du caoutchouc. Ce qui voudrait dire que, bah, effectivement, les balais d'essuie-glace sont à changer. Je le fais bien sûr sur tous. Ici, pareil, je soulève, je passe mon doigt, et je regarde en visu que bah, il n'y ait aucun problème. Voilà, les essuie-glaces sont en bon état ici. Et à l'arrière, bien sûr, c'est la même chose. Hein. Voilà, on voit ici, pas de souci. Hop, les essuie-glaces sont en bon état. Alors, la question de sécurité liée au balai d'essuie-glace. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? C'est tout simplement de voir un manque de visibilité, forcément, lorsqu'il y a des intempéries, bien évidemment. Voilà, s'il pleut ou s'il neige, si on a des balais d'essuie-glace qui sont défectueux, forcément, on verra moins bien. Alors, la réponse, une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Ok. Alors, vérification intérieure, hein, vérification numéro 11. Montrer l'indicateur du niveau de carburant. Bien, je mets donc le contact. Alors, on va plutôt appuyer sur le frein et power, ça va aller plus vite. Et c'est ici, je cherche tout simplement le symbole de la pompe à essence, à carburant, pardon, qui se trouve juste ici. Et j'obtiens mon niveau de carburant. D'ailleurs, il va falloir que je fasse le plein. Alors, ici, ça c'est pas mal ça, parce qu'on voit qu'il y a une petite flèche sur la gauche du symbole de carburant. Pourquoi il y a cette flèche? C'est tout simplement pour vous indiquer que la trappe à carburant se trouve à gauche. Grâce à cette flèche, vous saurez tout de suite où vous placez hein, quand vous allez prendre du carburant à la station-service. Donc voilà, petite info supplémentaire. Alors ici, on va continuer. Hein, question de sécurité. Question de sécurité, quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? On doit éteindre le moteur. On doit ne pas fumer et ne pas téléphoner. Voilà, c'est ça que vous devez répondre. Bon, avant, il y avait plus de choses. Hein. Il y avait aussi ne pas en renverser, ce qui était intéressant d'ailleurs.
parce que lorsque les deux roues se rapprochent de la pompe à carburant, ils peuvent carrément chuter, glisser, etc. si il y a ce produit-là au sol. Donc c'était assez intéressant. Puis il y avait aussi ne pas se tromper de carburant. Mais maintenant, c'est plus possible, hein, parce que heureusement, c'est très bien. Les becs, les pistolets, justement, pour pouvoir mettre du carburant, sont différents, que ce soit du gasoil ou de l'essence. Donc maintenant, il n'y a plus moyen de se tromper. Donc la réponse, hein, voilà. La réponse donc, éteindre le moteur, couper le moteur, ne pas téléphoner et ne pas fumer. Alors, vérification extérieure, numéro 12. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. On va couper, hop. Voilà, le liquide de refroidissement se trouve ici. On voit le même symbole, hein, que là. Donc ici aussi, c'est du liquide de refroidissement. Okay, sauf que bah, là, on voit bien effectivement le liquide de refroidissement, on le voit bien en visu, donc il vaut mieux montrer ça. Voilà, parce que là, on voit effectivement que c'est bien le liquide de refroidissement. Mais comme il y a deux moteurs. Voilà. Alors, question de sécurité. Question de sécurité. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Bah, le danger, c'est de se brûler. Risque de brûlure. Tout simplement parce que c'est un liquide qui est en contact avec le moteur. Et donc, forcément, le liquide devient chaud aussi. Et donc, si vous le remplissez alors que le moteur est toujours chaud, ça voudra dire que le liquide, lui aussi, est chaud. Et voici, vous brûlez. Alors, la réponse, risque de brûlure. Voilà. Un risque de brûlure. Bien. Ensuite, alors, Perry Malin qui est en train de faire un demi-tour devant moi. Donc, nous avons la question numéro 13. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Alors, actionner le dégivrage de la lunette arrière. Ici, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, pour pouvoir faire fonctionner les accessoires, il faut absolument mettre le contact, sinon ça ne marchera pas. Donc là, j'appuie sur le frein, et power, comme ça, je mets tout en route, c'est réglé. Alors, le voyant est ici, et on reconnaît le symbole qui se trouve ici. Dégivrage de la lunette arrière, donc c'est un symbole rectangulaire, hein, on le voit ici, avec des vagues, juste là. Et donc, voilà, ici, alors là, sur ce modèle de véhicule, on peut faire le dégivrage de la vitre arrière et aussi le dégivrage des rétroviseurs en même temps. Le voyant de fonctionnement est ici. J'appuie dessus, voilà, là, il est en train de fonctionner. Voilà, je le désactive. Ok. On va voir pour les autres, hein, effectivement, pour le dégivrage avant, on va voir quand la question va arriver. Alors, va arriver. Pourquoi j'ai fait la liaison? Alors, ici, vérification extérieure numéro 14. Oula, j'ai pas fait la question de sécurité de la question 13. Alors, question de sécurité. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Bah forcément, s'il y a du givre à l'arrière ou s'il y a de la buée, il y a un manque de visibilité vers l'arrière. Alors, la réponse, une insuffisance, une absence de visibilité vers l'arrière. Ok. Alors, la question 14. Question extérieure. Contrôler l'état de la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Côté trottoir, ça va être ici, à droite. Je vais mettre le clignotant. Hein. Là aussi, pareil. N'oubliez pas d'allumer le contact, de mettre le contact. Je mets mon clignotant à droite, côté trottoir. Je le vois ici sur mon tableau de bord. Et je descends. Bien, je vois ici que mon clignotant fonctionne bien. Il est en bon état. Et c'est propre aussi. Pas de souci. Je n'oublie pas le répétiteur, ça fait partie du clignotant. On voit qu'il est en bon état, il fonctionne et il est propre aussi. Hein. Je dois annoncer la moindre anomalie qu'il y a. Mais là, il n'y a pas d'anomalie. Ici, pas de problème. Le clignotant fonctionne bien, est en bon état et il est propre aussi. Alors, on va faire la question de sécurité. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Eh bien, quand ça clignote plus rapidement, ça veut tout simplement dire qu'il y a une ampoule, je vais l'éteindre, qu'il y a une ampoule, donc du clignotant, hein, bien sûr, qui ne fonctionne pas. Et donc, justement, bah, c'est une alerte, c'est fait exprès, hein, c'est ça qui va vous alerter qu'effectivement, il va falloir changer une ampoule. Alors, de plus en plus, maintenant, effectivement, c'est à LED, donc il y a moins besoin de ça, mais il y a des véhicules qui fonctionnent toujours en ampoule, donc il faut faire très attention à ça. Petite remarque, ça n'existe pas pour les feux stop. Et c'est bien dommage, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de constructeur qui n'a pas pensé à faire la même chose lorsqu'on a un feu stop qui ne fonctionne pas, bah, tout simplement que ça se mette à clignoter, enfin qu'il y ait une alerte, parce que quand même les feux stop sont très très importants. Alors donc, la réponse pour la question de sécurité, hein, quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Eh bien, non-fonctionnement de l'une des ampoules, voilà. Alors la question numéro 15. Montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Très intéressant.
Nous sommes sur une Toyota, comme je vous l'ai dit, voiture japonaise. Et sur les voitures japonaises Toyota, eh bien, il n'y a pas ce voyant. Alors, voyant qui est celui-ci, effectivement, hein, on le voit ici, hein, le voyant de pression d'huile, moteur, voyant rouge. Donc sur les voitures européennes, pas de souci, vous allez voir ce... Mais ici, eh bien, on va faire petite vérification. Voilà, on éteint. Et je vais rallumer. Et vous allez voir que, eh bien, ça n'y est pas. Voilà, on a beau regarder tous les voyants. Voilà, on va le refaire. Donc il faut bien le préciser. Alors, heureusement, les inspecteurs sont au courant hein, de ça. Donc, ils ont l'habitude des véhicules. Donc voilà, on voit bien que le voyant n'existe pas. C'est un peu bizarre. Donc pour aller vérifier s'il y a de l'huile moteur, eh ben, il faut le faire à l'ancienne, hein, c'est-à-dire aller sous le capot et puis vérifier la jauge d'huile, comme on verra tout à l'heure aussi, hein, parce que c'est une question de vérification également. Alors, question de sécurité qui est liée à cette question intérieure. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Alors les conditions, c'est tout simplement d'être sur une surface plane et que le moteur soit à froid. Tout simplement parce qu'il faut que l'huile redescende. Parce que l'huile est, si votre moteur a fonctionné, bah, l'huile est dispatchée dans tout le moteur. Et donc forcément, si vous allez faire le contrôle à ce moment-là, bah, vous allez vous dire, tiens, j'ai plus d'huile, alors que bien évidemment, il y en a. Donc il faut attendre que l'huile retombe, redescende, donc que le moteur soit froid. Et il faut le faire sur une surface plane. Là aussi, ça se comprend, tout simplement que si vous êtes dans une côte ou dans une pente, bah, forcément, ça va fausser le niveau d'huile. Forcément. Alors, réponse. Moteur froid et sur un terrain plat. Voilà. Ensuite, question suivante, question numéro 16. Alors, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Et bien, on va le faire. Donc, pour ça, il faut que j'allume. Encore une fois, mettre le contact. Ensuite, les feux de brouillard arrière, le ou les feux de brouillard arrière vont s'allumer si j'allume déjà les feux principaux. Donc, si je mets en feu de position, là, je pourrais mettre les feux de brouillard, que ce soit avant ou arrière. Sinon, si je n'ai pas de feu, bah, je ne peux pas les allumer. Là, je vais vous faire une démonstration. Tac, là, je n'ai pas de feu. Je suis en mode auto seulement. Mais je n'ai pas de feu. Bah, j'essaye de mettre les feux de brouillard, et ben ça ne marche pas. Voilà, on le voit au tableau de bord, il n'y a rien qui s'allume. En revanche, si je mets en feu de position, hop, ça fonctionne. Alors, on a les feux de brouillard avant qui sont allumés, mais bon, on m'a demandé feu de brouillard arrière. Voilà, donc j'ai avant et arrière qui se sont allumés, et puis je vais aller faire le contrôle. On m'a dit contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Bien, alors ici, donc on a les feux de position qui sont allumés, hein, puisque j'ai dû les allumer pour pouvoir avoir les feux de brouillard arrière, et ici sur mon véhicule, sur ce véhicule-là, il n'y a qu'un seul feu de brouillard arrière qui est ici, donc feu rouge très vif, ok, voilà, et donc il n'y a pas de problème, c'est en bon état, ça fonctionne, et c'est propre. Voilà, en bon état parce que c'est pas cassé, brisé par exemple, hein. C'est propre parce qu'il n'y a pas de boue, de saleté dessus, qui fait que bah, même si ça fonctionne, on ne les verrait pas. Et puis, état, propreté, fonctionnement. Et puis ça fonctionne parce qu'on voit bien que l'ampoule effectivement fonctionne, pas de souci. Alors, question de sécurité. Dans quel cas les utilise-t-on? Alors on utilise les feux de brouillard arrière, bah, quand il y a du brouillard, déjà, c'est la première chose. Et puis, lorsqu'il neige, hein, brouillard et neige, on n'utilise surtout pas quand il pleut. Voilà. Alors, on va voir la réponse. Hein. Partons de brouillard et neige. Voilà, on a la réponse ici. Ensuite, question suivante, question 17. Vérifier la présence de l'éthylotest. Bien. Alors, je vais éteindre le moteur parce que... Ah, éteignez les phares derrière. Eh oui, c'est la première chose à faire, Marco. Voilà. Alors, vérifier la présence de l'éthylotest. Voilà, l'éthylotest est ici. C'est un éthylotest électronique qui n'est plus obligatoire, mais la question existant toujours, voilà, je l'ai quand même acheté pour ne pas que les élèves soient, que ça leur pose un problème, hein, qu'ils perdent un point bêtement à cause de ça. Mais c'est un produit qui n'est plus obligatoire hein, depuis 2020, et donc tout simplement parce que moi j'ai acheté, il est électronique, donc il est permanent, mais beaucoup d'éthylotest à usage unique à une date de péremption. Et donc la date passait, et donc forcément le produit servait à rien, puis les gens du coup n'en rachetaient plus, etc. Donc ils ont arrêté de le rendre obligatoire. Mais la question existe toujours, voilà, donc l'éthylotest électronique, alors, très très simple d'utilisation, hein, ici, vous avez l'embout où il faut souffler, bien sûr quand c'est allumé, hein, et puis vous soufflez pendant à peu près une dizaine de secondes, et vous avez le taux d'alcoolémie, vous avez par litre d'air expiré. Hop. Alors, question de sécurité. Alors, à partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est-on en infraction? Eh bien, à partir de 0,20.
C'est-à-dire, quand vous prenez un verre d'alcool, vous pouvez être au-dessus de ce taux. Ce qui fait que vous n'avez pas droit à boire de l'alcool si jamais vous conduisez. Alors, on peut poser la question, hein, pourquoi 0,20 et pourquoi pas 0 tout court, effectivement, tout simplement parce qu'on est en France, hein, c'est le pays quand même du vin, etc. Et tout, donc il fallait quand même accorder une petite limite, etc. Mais bon, voilà, on voit bien que c'est 0 verre, voilà, parce qu'à partir d'un verre, on peut dépasser ce taux d'alcoolisme. Alors, question suivante, question 18. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Pas de souci. Hop, on les met en route, voilà, on voit bien qu'ils sont en route. Et on va vérifier. Voilà, état, propreté et fonctionnement. Bien, et bien je vois qu'ils sont en bon état, ils fonctionnent, ils sont propres. Voilà, ici, à l'avant. Et également à l'arrière. Ensuite, question de sécurité, en lien avec les feux de détresse. Dans quel cas doit-on les utiliser, les feux de détresse? Eh bien, on les utilise en cas de panne, d'accident. Et puis on les utilise aussi quand il y a un ralentissement, un fort ralentissement devant soi pour prévenir les autres usagers derrière. Alors, nous allons voir la réponse. Voilà, en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de dire mot pour mot hein, la réponse. On ne vous attend pas là-dessus, hein, on vous attend simplement sur vos connaissances. Donc si vous avez un vocabulaire qui est un petit peu différent, c'est pas grave du moment que vous donnez la bonne réponse. Hein. Ça, c'est vraiment pas un problème, on ne vous demande pas du tout du par cœur. Hein. Alors, ici, la question 19. Montrez la commande de réglage du volant. Bon, bah c'est ici, j'ai fait exprès de mettre un petit scotch rouge pour que les élèves repèrent tout de suite où est la commande, parce que généralement on la cherche tout le temps. Voilà, on a la commande qui est juste ici. Tac. Et je pousse dessus pour pouvoir remettre en place. Question de sécurité. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Alors, on va citer tous les exemples. Hein. Alors, pour le confort de conduite, on doit avoir un volant qui soit bien réglé. Forcément, si le volant est trop proche de vous, trop loin de vous, ça va être compliqué déjà de chevaucher les mains sur le volant, de faire le retour glissé du volant, par exemple, dans de bonnes conditions. Donc déjà pour le confort de conduite. Ensuite, pour qu'il y ait une bonne efficacité du déclenchement de l'airbag. Très important. Si vous êtes trop près et que l'airbag se déclenche, il peut y avoir des lésions. Si vous êtes trop loin, ça risque de ne pas être efficace. Donc, faire très très attention à être bien placé aussi. Pour aussi une bonne lecture du tableau de bord, tout simplement, parce que forcément, si c'est mal réglé et que je ne vois pas les informations sur mon tableau de bord, c'est pas très intéressant, je vais devoir déplacer mon regard, etc. Il vaut mieux que mon regard soit quand même le plus souvent sur la route et le moins possible sur le tableau de bord. Et enfin, pour atteindre plus facilement les accessoires du véhicule, donc c'est-à-dire les feux, les essuie-glaces, etc. Forcément, si je suis trop loin ou trop près, ça risque de perturber un petit peu ma conduite. Donc voilà, je vous ai donné tous les exemples. Alors ici, on va les lister, on va voir les réponses. Donc, pour le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord, l'efficacité des airbags. Ok. Ensuite, question numéro 20. Extérieur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Alors, on va enlever les feux de détresse, parce que je les ai tout à l'heure. Mettre le contact. Hop, allez, on appuie, on entend le bip de démarrage. Donc, effectivement, ça fonctionne. Alors, vous devez être absolument en feu de croisement, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est clair, ça c'est sur toutes les voitures. Donc, feu de croisement, hop, et hop. Alors, je suis en feu de croisement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je mets les feux de route. Voilà, et je vais contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Voilà. Alors, nous les voyons, les feux de route. J'espère que vous les voyez aussi. Ils sont bien brillants et ils sont en bon état. Ils fonctionnent et ils sont propres. Pas de soucis. Hop. Voilà, je vais les éteindre pour ne pas décharger ma batterie. Alors ici, la question de sécurité. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Alors on utilise l'appel lumineux, alors un cas, mais bon, je vais vous citer quand même tous les cas possibles. Donc tout simplement, quand on veut avertir de son arrivée, ça c'est surtout aux intersections et c'est surtout hors agglomération à la campagne, quand il n'y a pas d'éclairage public, et bien effectivement c'est bien la nuit d'annoncer qu'on arrive à une intersection parce qu'on peut ne pas vous voir, ça peut être chaud.
Donc on fait les appels de phare quand on arrive aux intersections. En ville, c'est moins utile, hein, bien évidemment. Et puis aussi pour avertir d'un danger. On peut avertir d'un danger, quoi que ce soit qui arrive, et ben, on peut utiliser les appels de phare. Hein, lorsqu'il y a un danger de croisement, par exemple, hein, pour se croiser, c'est un peu compliqué. Eh ben, on peut faire un appel lumineux. On fait un appel lumineux à celui qui est en face pour passer devant, parce que le croisement est dangereux, par exemple. Alors, on va voir les réponses. Et puis en remplacement de l'avertisseur sonore. Ah bah, j'ai oublié ça. Oh là là, pas sérieux. Pour avertir de son approche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cas de danger, hein, dans une situation qui est un peu dangereuse, et à la place de l'avertisseur sonore. Tout à fait. C'est vrai que quand il fait nuit, bah, vaut mieux utiliser ces appels de phare plutôt que de klaxonner voilà, et de risquer de gêner tout le monde. Alors, question 21, question intérieure, pardon. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Bien. Alors, ici, nous avons, alors c'est bien ça en route, ici, mais là on ne va pas vous demander de montrer le voyant de fonctionnement. Ici, on voit le symbole du pare-brise, juste ici. Et en appuyant dessus, bah, effectivement, l'air va arriver sur le pare-brise et ça va délivrer ou désembuer le pare-brise. Donc ce bouton-là. Alors pourquoi on ne vous demande pas ici le voyant de fonctionnement alors qu'on vous l'a demandé pour l'arrière? Bah, tout simplement parce que l'arrière, il y a toujours eu un voyant de fonctionnement, toujours, pour l'arrière. Parce que c'est pas le même système de désembuage et de dégivrage. Derrière, il y a des filaments qui passent. Euh, je vais vous les montrer. Ah, ici, j'espère qu'on les voit. Hop là, j'espère que vous les voyez. Voilà, on voit qu'il y a des filaments dans la vitre. Et donc, il y a un courant électrique qui passe dans ces filaments et qui fait le désembuage ou le dégivrage de la vitre arrière. C'est pas le même système devant. Devant, on ne peut pas faire ce système-là, parce que ça serait beaucoup trop... ça serait pas, on va pas dire compliqué, c'est que ça coûterait très cher si jamais il fallait remplacer le pare-brise, par exemple. Et puis, tout simplement parce que il y aura un problème de visibilité aussi. Donc c'est pas du tout le même système devant, c'est de l'air qui est envoyé, c'est moins efficace, c'est moins rapide, mais on n'a pas le choix, c'est de l'air qui est envoyé. Et donc ici, le bouton de fonctionnement qui est ici automatique, sur beaucoup de voitures plus anciennes, c'est pas du tout ça. C'est une molette qu'il faut bouger, hein, d'un côté, de l'autre, tu as un bouton physique qu'il faut tourner, voilà. Et donc voilà, il n'y a pas, sur beaucoup de véhicules, il n'y a pas de voyant de fonctionnement. C'est pour ça que là, on ne vous demandera jamais de montrer le voyant de fonctionnement, on vous demandera tout simplement de montrer quel est le bouton ou la molette, hein, ça dépend du véhicule, pour envoyer l'air vers le pare-brise. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, question de sécurité. Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Deux éléments complémentaires. Eh bien, on peut envoyer de l'air chaud. De l'air chaud sur le pare-brise pour faire le désembuage. On peut également... oui, c'est moi qui fais les bêtises. Voilà. On peut envoyer de l'air chaud. On peut utiliser la clim. La climatisation, effectivement, enlève la buée, par exemple. Mais le problème, c'est que dès que vous enlevez la clim, la buée revient aussi vite. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Vous pouvez aussi envoyer beaucoup plus d'air, donc augmenter la force du ventilateur. Hein, forcément, hein, plus vous envoyez d'air rapidement, plus le désembuage va se faire efficacement. Et puis je crois que j'ai tout cité, j'espère. Hein, on va voir. Oui, je crois que j'ai tout cité. C'est bien. Alors, c'est bien Marco. Tu as bien fait tes devoirs. Alors, la réponse. La commande de vitesse du ventilateur. Hein, on envoie plus d'air. La commande d'air chaud et la climatisation. Ensuite, vérification extérieure, numéro 22. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile dans le moteur. Niveau d'huile. Et non pas le remplissage d'huile. Ne pas se tromper. Hein. Là, on nous demande bien le niveau d'huile. Allez, on va aller voir ça. Alors, l'huile, le niveau d'huile, on va l'avoir avec la jauge d'huile. Voilà, c'est écrit ici, engine oil. Et c'est ici que vous avez le niveau d'huile. Voilà, il suffit de soulever, de le tirer. Remplissage d'huile, on le verra tout à l'heure, c'est ici. Alors, la question de sécurité. Quel est le principal risque d'un manque d'huile dans le moteur? Eh bien, tout simplement, vous risquez d'avoir une casse du moteur, hein, du fait que des éléments dans le moteur, hein, du fait d'un manque d'huile. Alors, la réponse. Risque de détérioration ou de casse du moteur. Voilà. Alors, vérification intérieure, numéro 23. Montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Vous allez être étonné. Pourtant, c'est une voiture hybride, donc c'est très étonnant. Hein. Eh bien, il n'y a pas de voyant, voilà le voyant hein, avec plus et moins, un voyant rouge. Eh bien, il n'y en a pas sur les Toyota. Voilà, encore un autre mystère. Hein.
Donc je vais mettre en route le contact, et nous voyons ici que, eh ben, il n'y a pas ce symbole. Voilà. Ce qui est très bizarre aussi, pareil, parce que si vous avez un problème de batterie, s'il y a un problème de batterie, eh ben, vous ne saurez pas que c'est ce problème-là, hein, contrairement aux voitures européennes où s'il y a un défaut de batterie, bah, le voyant va s'allumer bizarrement, mais il va s'allumer quand même. Hein, mais dès que la batterie est déchargée, bah, généralement ça s'allume. Là, malheureusement, il n'y a pas le symbole. Voilà, très bizarre. Question de sécurité. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Bah, tout simplement des feux qui sont restés allumés, hein, parce que c'est ça qui va décharger le plus vite la batterie. Et ensuite, bah, tout autre élément qui est resté allumé de toute façon, bah, cet élément-là est pris sur la batterie. Là par exemple, hein, on le voit, hein, il y a ça, cette animation là qui est restée allumée. On voit ici que ça clignote. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah non, j'ai tout éteint. Donc, mais forcément, tout ce qui reste allumé, bah, c'est pris sur la batterie. Voilà. Donc on va voir la réponse. Voilà. Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. Voilà. Forcément, avec le moteur éteint, bah, c'est pris directement sur la batterie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Hop. Hop, ici on a une grille d'aération pour faire refroidir pardon, la batterie de la voiture. La batterie se trouve juste ici, juste là. Donc ça, il faudra tout simplement le dire, hein, l'inspecteur ou l'inspectrice. Le jour J, vous dites tout simplement que la batterie se trouve au niveau du siège arrière. Et là, forcément, bah, quand vous donnez cette indication, l'inspecteur, l'inspectrice sait automatiquement que vous savez où se trouve la batterie. Alors, s'il y a une panne de batterie, je vous le dis rapidement, s'il y a une panne de batterie, heureusement, il y a la possibilité de pouvoir, avec les cosses, hein, les pinces, de pouvoir démarrer le véhicule quand même. Hein. Là, sous le capot, il y a la possibilité hein, quand même de... Heureusement, ils ont bien fait les choses, parce que sinon, ça aurait été très problématique. Alors, question de sécurité. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Voilà. Donc, on utilise les cosses, les pinces, hein, que l'on met sur plus, moins sur moins, et que l'on relie, bien sûr, à une autre batterie. Et puis comme ça, on arrive à démarrer. Alors une autre batterie ou un booster, hein, voilà, et comme ça, on arrive à démarrer son véhicule. Et bien évidemment, il va falloir rouler pour pouvoir recharger sa batterie. Alors la réponse, brancher une deuxième batterie en parallèle, ou les plus ensemble et les moins ensemble, voilà, ou remplacer la batterie. Alors, question numéro 25. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Donc ce voyant est rouge. S'il y a un problème de système de freinage, le voyant est ici. Il est rouge. Alors on peut essayer de vous piéger, on ne sait jamais, hein, on peut vous piéger en vous disant oui mais sur votre véhicule de quelle couleur c'est, est-ce que c'est rouge? Eh ben sur ce véhicule, Toyota encore, hein, voilà donc voiture étrangère, eh ben, le voyant n'est pas de cette couleur, c'est un voyant orange. Bizarre aussi, voilà, il est ici, juste là, voyant orange. C'est le même voyant que l'on voit ici, hein. Sauf que ici en Europe c'est rouge. Alors, question de sécurité. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Et bien tout simplement de détériorer tout le système de freinage, et puis détériorer aussi bah, forcément son frein de parking. Hein. Mais voilà, pour globaliser un petit peu, on va dire, ça va détériorer tout le système de freinage. Réponse, une détérioration du système de freinage. Voilà, ça, on va à l'essentiel. Donc ici, vérification extérieure, numéro 26, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Bien, ah bah, j'ai déjà allumé le contact, on va mettre les feux de croisement. Les feux de croisement, c'est ce symbole-là. Hein, attention, pas confondre. Voilà, tac, tac, on a les feux de croisement qui sont allumés. Et bon, on va aller vérifier. Voilà, je me mets à hauteur des feux. Et effectivement, les feux de croisement sont allumés. Alors ils sont moins brillants que tout à l'heure, tout simplement parce que bah, là c'est les feux de croisement, tout à l'heure c'était les feux de route qu'on avait. Et ils sont en bon état, ils sont propres et ils fonctionnent. Question de sécurité. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Eh bien, tout simplement, bah, on aura une mauvaise visibilité hein, s'ils sont mal réglés. On peut aussi éblouir les autres usagers s'ils sont mal réglés. Alors, donc, réponse, une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Et ben voilà. Alors,
question suivante, 27. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Le voyant d'alerte. Là aussi, sur ce véhicule, pas de voyant d'alerte. On a tout simplement, voilà. Alors, il faut aller chercher le symbole du liquide de refroidissement. Le symbole est ici, une sorte de thermomètre que l'on voit ici, hein, voilà, gradué, qui est juste ici. Et on voit ici, effectivement, là, j'ai pas beaucoup roulé, donc normalement, c'est à peu près au milieu, ça à peu près 80-90 degrés qu'un moteur chauffe, hein, à peu près. Dès que c'est plus, qu'est-ce qui va se passer? L'aiguille va monter dans le rouge, jusque-là, et là, on atteint le voyant d'alerte. Mais le voyant d'alerte ici, normalement, c'est, enfin sur les voitures européennes, ici, c'est ce voyant-là qui passe au rouge quand ça alerte le conducteur que effectivement c'est beaucoup trop chaud. Mais là, ça passera pas au rouge, hein. Ça restera comme ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à dire que voilà, le voyant d'alerte il est ici, hein, c'est bien ce symbole-là. Et donc quand l'aiguille va dans le rouge, c'est que effectivement bah, la température est beaucoup trop chaude. Alors ensuite, on voit le symbole hein, qui est ici, voilà, symbole au rouge. Normalement, c'est ça le voyant d'alerte, c'est quand le symbole passe au rouge. Sur ce véhicule-là, il passera jamais au rouge. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe du moteur, hein, donc, et une casse du moteur. Hein, il y a de fortes chances, hein, détérioration et casse du moteur. Après, justement, une surchauffe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Une surchauffe ou casse moteur. Ok. Ensuite, question numéro 28, vérifier l'état et la propreté du dispositif réfléchissant du véhicule. On va éteindre, éteignez les phares. Ah, à chaque fois, j'éteins pas sérieux. Les dispositifs réfléchissants sont ici. Alors, c'est tout ce qui est en forme de nid d'abeille que l'on voit ici. Là. Tout ça, c'est dispositifs réfléchissants. Alors, ils sont assez gros quand même sur les Toyota. Je sais pas pourquoi. C'est assez imposant comme ça. Voilà. Et ici. Alors, la question de sécurité. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Bah, ça sert tout simplement à montrer la présence d'un véhicule hein, qui est stationné ou qui est arrêté à un endroit, donc grâce à ce dispositif réfléchissant. Tout simplement parce que bah, la lumière de vos feux va se refléter dans ce dispositif ou ces dispositifs réfléchissants et ça va vous signifier la présence d'un véhicule qui est stationné. Alors, rendre visible le véhicule la nuit. Voilà, réponse plus brève que la mienne, mais voilà. Mais ça passe aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le vocabulaire que vous avez utilisé, à partir du moment où vous donnez la bonne réponse, pas de souci, c'est validé. Hein. Alors, question numéro 29. Montrer le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Et ici, vous avez sur les Toyota, bah, ça vous montre en fait toutes les portières qui sont ouvertes. Moi, j'ai ma portière droite qui est ouverte, le capot qui est ouvert. Si c'était le coffre, ça le signifierait aussi. Donc, n'importe quelle portière sur ces véhicules est signalée. Alors, on va fermer correctement. Hop, voilà, c'est fermé. Alors, le voyant, il est ici. Le voyant rouge avec les 4 portières ouvertes. Ça, c'est sur les voitures européennes. Sur les voitures type Toyota, c'est un véhicule. Bon, et vous avez l'animation qui est ici. Et ça vous indique toutes les portières qui sont ouvertes, y compris le capot. Alors, question de sécurité. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Eh bien, je dois tout simplement verrouiller la sécurité enfant sur les 2 portières, il faut bien préciser, les 2 portières à l'arrière du véhicule. Alors, actionner la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. Voilà. Ensuite, question numéro 30, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Alors, on va mettre les feux de position, tac, les ai mis, et on va vérifier à l'avant et à l'arrière l'état de propreté et le fonctionnement. Alors ici, pas évident de les voir, les feux de A, quoique. Alors c'est simple, c'est cette LED qui est là. Voilà, alors je ne peux pas l'éteindre pour que vous puissiez voir la différence, mais bon, c'est pas très grave. Alors ici, cette LED, qui sont aussi les feux diurnes, sauf que les feux diurnes, c'est ces feux avant LED qui sont allumés, et les feux de position, c'est les feux diurnes ici à l'avant, plus les feux rouges à l'arrière. Et nous avons bien les feux rouges à l'arrière qui sont allumés. Voilà, ça c'est les feux de position. Ici et ici. Alors, donc il faut dire qu'il faut dire qu'ils sont en bon état, ils fonctionnent et ils sont propres.
pas de souci, à l'avant et à l'arrière. Alors, par temps clair, ça c'est la question de sécurité, par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Eh bien à 150 mètres, ça c'est du code de la route, vous l'avez appris dans le code, les feux de position doivent être visibles à 150 mètres. Alors, ici, voilà, réponse, 150 mètres. Alors ici, vérification intérieure, numéro 31, actionner les feux de détresse. Hop, et on les voit sur le tableau de bord. Voilà. Et quand est-ce qu'on les utilise? On les utilise dans les feux de détresse. Les feux de détresse, on les utilise quand on est en panne. Ou quand on est le dernier d'une file ininterrompue, donc quand il y a un fort ralentissement, on va utiliser les feux de détresse. Attention à ne surtout pas dire quand vous êtes en double file. Je dis ça parce que je l'ai déjà entendu. Donc c'est pas fait pour ça, bien que bon, on les utilise pour cela aussi, mais c'est pas fait pour. Donc on va voir la réponse. Donc en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Alors ici, question de vérification extérieure, numéro 32, sur l'un d'un pneumatique désigné le repère de témoin d'usure de la bande de roulement. Et bon, on va voir. Donc, je ne sais plus ce que j'ai comme type de pneu, ce sont des Goodyear. Sur les Goodyear, on a effectivement un petit ici, une sorte de petit flash qui se trouve ici. Ah, j'aurais pu tourner aussi les roues, comme ça on aurait vu le repère. Bon, c'est pas grave. Si, bah, je vais le faire, tiens. Ici, voilà, on a ici, et ici également, on a un petit sorte de petit flash. Hop, 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 voilà. Alors, voilà le petit dessin qui se trouve ici, le petit signe. Et bien, juste là, nous avons le témoin d'usure, voilà, de la bande de roulement. Vous avez juste ici. Alors, dès que la bande de roulement atteint ce petit témoin d'usure, il faut très rapidement changer le pneu. Parce que sinon, ça peut être chaud. Moins d'adhérence sur la route, forcément. Donc, on va voir question de sécurité. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage, c'est lorsque il y a une pellicule d'eau entre les roues et la chaussée. C'est-à-dire que on roule, généralement ça arrive quand on est vraiment à une haute vitesse, on roule sur une pellicule d'eau plutôt que de rouler sur directement la chaussée. Et donc forcément la conséquence, c'est que on ne peut plus contrôler son véhicule, puisque rouler sur de l'eau, ça patine. Donc c'est une perte de contrôle du véhicule. Alors on va voir effectivement la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Voilà. Alors, vérification intérieure, numéro 33. Montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Alors, ici, on a le régulateur de vitesse qui se trouve ici. Limitateur de vitesse, on a le symbole ici. Donc, toutes les aides à la conduite sont ici. Voilà, ici, régulateur de vitesse. Donc, c'est ça qu'il va falloir montrer. Alors, question de sécurité. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? C'est simple, à chaque fois que l'on freine, il se désactive. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, l'ordinateur sait que le conducteur ou la conductrice veut prendre les commandes du véhicule, forcément il désactive le régulateur à ce moment-là. Et aussi quand on appuie sur l'embrayage, pour une voiture, bien évidemment une voiture manuelle. Si vous appuyez sur l'embrayage, ça va désactiver le régulateur, puisque l'ordinateur se dira que forcément si vous appuyez sur l'embrayage, c'est pour rétrograder ou pour monter une vitesse. Et donc forcément, le conducteur ou la conductrice veut prendre la main sur la voiture, et donc l'ordinateur désactive le régulateur à ce moment-là. Donc lorsque vous freinez, et lorsque vous appuyez sur l'embrayage, le régulateur se désactive. On voit la réponse ensemble, en appuyant sur la pédale de frein ou l'embrayage. Question numéro 34. Voilà. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifier la bonne fermeture du bouchon. N'importe quoi. Alors, ouvrez la trappe à carburant et on va vérifier la fermeture du bouchon. Alors, trappe à carburant sur ce véhicule, sur les Toyota Yaris. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Et on voit effectivement la pompe à essence, le symbole de la pompe à essence. Tac, je tire, ça s'ouvre. Et effectivement, c'est bien ouvert.
et je vérifie tout simplement la bonne fermeture. C'est bien fermé, voilà, je tire légèrement et je vérifie que ce soit bien fermé. Voilà, et je referme, bien sûr, la trappe à carburant. Alors, question de sécurité. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? On l'avait dit tout à l'heure, hein, moteur éteint, ne pas téléphoner, ne pas fumer. Voilà, je ne vais pas vous dire le blabla que je vous ai fait tout à l'heure, hein, en ce qui concerne les autres vérifications qu'on peut faire aussi. Alors, ensuite, question numéro 35. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. C'est ici. On voit ici le symbole. Hein. Donc voilà, généralement avec les touches, quand on conduit, tac, on appuie ici, et il n'y a pas de souci. Alors, on évite de taper comme un malade devant, parce que si jamais l'airbag se déclenche, vous aurez l'air malin. Hein. Donc juste comme ça avec les pouces. Alors, dans quel cas peut-on utiliser, ça c'est la question de sécurité, hein, dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Eh bien, en cas de danger imminent, en cas de danger immédiat, hein, là on peut utiliser, il faut même utiliser le klaxon. Et voilà la réponse, hein, en cas de danger immédiat. Voilà, sinon on évite effectivement de klaxonner. Alors ensuite, on va passer à la vérification extérieure, numéro 36. Montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Alors je vous avais montré, je vais vous montrer, hein, c'est pas un problème. L'huile moteur est ici. On voit ici, hein, engine oil, ok, remplissage d'huile, c'est donc ici. Alors, question de sécurité, hein. Quel est le risque d'un manque d'huile? Et bien tout simplement une casse du moteur, hein, une détérioration du moteur, hein, une casse du moteur. On va voir la réponse. Hein. Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Ensuite, question numéro 37. Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Alors, bien souvent, c'est pour les véhicules qui sont des citadines ou des petites berlines. Là, ça va être différent. On va trouver le bouton de désactivation de l'airbag passager ici sur le côté. Alors c'est toujours du côté passager, soit dans la boîte à gants, et si c'est pas dans la boîte à gants, et ben c'est ici. Et là on le voit effectivement, on peut, voilà, là c'est sur on, bon, on le met en position off avec la clé, hein, en position off et ça désactive l'airbag passager. Alors, question de sécurité. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Et bon, on désactive quand il y a un bébé, un enfant, sur un siège bien sûr adapté, hein, à contresens, placé à contresens de circulation. Donc à ce moment-là, on doit désactiver l'airbag passager et seulement pour ce cas précis. Sinon, on doit toujours réactiver l'airbag passager. Alors, on va voir la réponse. Hein. Lors du transport d'un enfant ou d'un bébé, hein, à l'avant, dans un siège auto, dos à la route. Tout à fait. Voilà, vérification numéro 38. À l'aide de la plaque indicative, donner la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. Encore une fois, sur ce véhicule, nous n'avons pas cette information. Alors, il y a bien la plaque indicative qui se trouve ici. Voilà. Mais ça n'indique pas quand le véhicule est chargé. Ça indique tout simplement quand le véhicule est à vide. Hein, on voit ici 2,2 bars, c'est en barres, hein, à l'avant parce qu'il y a le moteur, 2 moteurs même, et à l'arrière, voilà, 2,0, donc 2. Alors, et à l'arrière, bah, bien évidemment, il y a moins de poids, hein, quand il n'y a pas de passager ou de bagages, etc. Donc quand c'est pas chargé. Donc là, quand c'est chargé, eh ben, on n'a pas l'information. Donc ça, il faudra le préciser hein, lors de l'examen. Vous dites tout simplement que vous montrez hein, l'étiquette d'information, hein, plaque indicative. Donc vous le montrez à l'inspecteur et vous dites bah, on a simplement l'information quand le véhicule est à vide. Alors, question de sécurité. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneumatiques? Et ben tous les mois ou lorsque l'on fait un long trajet. Hein. Mais chaque mois, c'est intéressant effectivement de vérifier que les pneus sont suffisamment gonflés. Alors, réponse, chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Ok. Question numéro 39. Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Et bien comme d'habitude, on met en route le contact. Et nous avons le voyant qui est ici. Voilà, juste là.
Alors, on ne l'a pas pour la batterie, on l'a dit tout à l'heure, hein, on n'a pas pour lui le moteur, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais on a pour lorsque le conducteur n'est pas attaché. Hein, vous voyez en rouge. Bon, voilà, on le voit ici. Hein. Alors, question de sécurité. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur un siège passager à l'avant du véhicule? Et ben à partir de 10 ans, oui, effectivement, à partir de 10 ans. Alors ça dépend aussi de la corpulence, bien évidemment, chaque enfant a une corpulence différente. Mais voilà, il fallait bien définir un âge à partir de 10 ans. Et effectivement, la réponse est là. Ça aussi, c'est une question de code. Donc voilà, normalement, vous êtes censé le savoir. Alors, vérification extérieure numéro 40. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Pour ça, il faut allumer des feux. Si vous allumez aucun feu, ça ne va pas s'allumer derrière. L'ordinateur estime que si on n'allume pas de feu, eh ben, on est en pleine journée, donc il ne va pas allumer la plaque, il va pas éclairer pardon, la plaque d'immatriculation arrière. En revanche, si vous mettez ne serait-ce que les feux de position, voilà, bon, en règle générale, mettez carrément en feu de croisant, hein, comme ça vous êtes tranquille, hein, mettez en feu de croisant. Voilà. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, normalement on le voit, et ben effectivement, c'est allumé. On peut faire comme ça aussi, hein, pour voir un petit peu. Voilà. Les deux fonctionnent. Les deux ampoules. Voilà, vérifier le fonctionnement, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Alors, question de sécurité, on va arrêter le moteur. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Bien sûr que oui, parce que si la nuit on ne peut pas voir cette plaque d'immatriculation, bah, c'est pas très sérieux. Donc effectivement, il y aura à nouveau, contrôle technique ne passera pas. Voilà, ma réponse oui. Ensuite, question numéro 41. 41. Vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Ah bon, on voit déjà la vignette qui se trouve ici. Et l'attestation d'assurance, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais on va aller chercher à nouveau, hein, c'est pas un souci. Hop, on a l'attestation d'assurance qui se trouve ici. Ah oui, j'avais dit ici. Voilà, attestation d'assurance. Bon. Ensuite, quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Là, à ce moment-là, il faudra montrer donc la carte grise et le permis de conduire. Alors, ensuite, donc on voit la réponse, hein, certificat de matriculation, permis et le permis de conduire. Le terme carte grise est accepté. Alors, ensuite, question numéro 42. Indiquer où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Bon, on va aller voir ça. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est assez évident sur la Toyota Yaris Cross. Voilà, on le voit ici, il y a même le symbole, ici, verrou avec un enfant dessiné, et avec la flèche dans laquelle il faut actionner la commande. Donc vers le bas, tac, ici, et bien, effectivement, la portière sera verrouillée. L'enfant aura beau jouer, ici avec ça, ça ne va pas s'ouvrir. Je le remets bien sûr en place. Ensuite, question de sécurité. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Alors bien sûr que oui, parce que sinon, bah, resterait coincé. Hein. Personne qui est à l'arrière, bah voilà, il va passer sa vie là. Bien sûr que oui, on peut ouvrir de l'extérieur la portière hein, arrière, bien que la sécurité enfant soit enclenchée. Réponse oui. Alors, question numéro 43. Allumer le ou les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Je mets le contact, hein, bien évidemment. Hop. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait absolument minimum feu de position soit allumé. Vous ne prenez pas la tête, mettez carrément les feux de croisement, comme ça vous êtes tranquille. Et on nous a indiqué que c'était le feu de brouillard arrière qu'il fallait montrer. Feu de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Et bien c'est ici, le voyant orange qui se trouve juste là. Voilà. Pourquoi il est orange? Tout simplement pour attirer l'attention du conducteur ou de la conductrice. Alors, et ben on voit le voyant qui se trouve ici. Voilà, c'est le même, pas de souci. Alors, pourrez-vous les utiliser par force de pluie? Non, surtout pas. Ce sont des feux, ou s'il n'y en a qu'un, feu rouge vif, et ça peut faire un effet de réverbération avec la pluie, et ça peut éblouir les usagers qui vous suivent. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas les utiliser quand il pleut. Réponse, non. Donc voilà. Vérification extérieure, numéro 44. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux ou des feux de recul.
Alors moi normalement ça devrait s'enclencher. Alors je vais rapidement vous montrer ça. Voilà, nous avons ici le feu de recul, il n'y en a qu'un, qui fonctionne bien, hein, il est en bon état. Alors qu'est-ce qu'on m'a demandé? Activer, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement. Donc il fonctionne bien, il est en bon état, et c'est propre, pas de souci. Alors, on va revenir et désactiver ça, parce que j'aime pas trop me laisser comme ça. Question de sécurité, en lien avec les feux de recul. Alors, quelles sont leurs deux utilités? Alors, première utilité, bah, c'est d'indiquer que vous allez effectuer une marche arrière, hein, forcément. Et ensuite, deuxième utilité, ce sont des feux blancs, hein, et ça sert donc à éclairer la zone où vous reculez, soit la zone de stationnement, peu importe, la zone où vous reculez, ça va permettre d'éclairer cette zone. C'est pour ça que ce sont des feux blancs, d'ailleurs. Alors, donc, éclairer la zone de recul la nuit, et avertir les autres usagers de la manœuvre. Voilà. Alors, montrer comment régler, ça c'est la question 45. Montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors, normalement on le fait en position de conduite, comme ça, on tire vers le haut, ah ben, on a entendu des clics, et il y a un bouton qui se trouve sur la gauche, un petit bouton, on appuie dessus, et comme ça on peut baisser l'appui-tête. Alors je vais vous montrer. Hop, ici on a l'appui-tête, et je tire vers le haut, on entend les clics, ici, on va faire ça, et il y a un petit bouton qui se trouve là, voilà. On appuie dessus, ça libère justement ici, et ça permet de pouvoir baisser l'appui-tête et de pouvoir le régler comme on veut. Voilà. Ici, voilà, par exemple comme ça. Bon, moi j'aime bien quand c'est bas. Hop, voilà, comme ça c'est suffisant. Nickel. Alors, on va éteindre. Cette fois-ci, j'ai pas de feu allumé, très bien. Alors, quelle est son utilité donc de l'appui-tête? Et bien ça sert en cas de choc, hein, ou de freinage brusque à ce que la tête, à maintenir la tête et que la tête ne parte pas en arrière, qu'il y ait des lésions, des blessures à cause justement de ça. Alors réponse. Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Ok, pas de souci. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Question de sécurité, toujours 46. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? La conséquence, c'est qu'on ne verra pas que vous êtes en train de ralentir, de freiner ou de vous arrêter, et ça peut engendrer comme conséquence un choc à l'arrière du véhicule. Donc, ici, la réponse. Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Ok. Question numéro 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? C'est un voyant orange. On l'a vu tout à l'heure. On le voit ici. Voilà. Voyant orange. Alors, question de sécurité. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Alors, un voyant rouge va vous indiquer qu'il y a un danger à l'intérieur du véhicule, évidemment. Hein. Alors qu'un voyant orange va vous alerter d'un dysfonctionnement, voilà, d'une anomalie, par exemple, voilà, qui ne vous empêche pas de continuer de conduire. Voyant orange, vous pouvez conduire. Voyant rouge, il faut vous arrêter. Voilà, très très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme définition? Réponse rouge, un peu fatigué. Une anomalie de fonctionnement ou un danger. Pardon. Orange, un élément important. Ouais, c'est une définition qui est assez brève hein, quand même. Il n'y a pas la place de tout mettre. Bon. Alors, ensuite, vérification 48. Ouvrez et fermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc, j'ouvre le capot. La manette d'ouverture se trouve juste ici. Tac. Voilà, on voit ici le symbole. Ouvrir le capot. Donc le capot est déverrouillé, mais il y a encore une manette de déverrouillage qui se trouve à peu près au milieu là, du logo pardon, hein, de Toyota. Tac. Et voilà, alors je vous montre bien, hein, c'est ici, il faut pousser vers la gauche pour pouvoir ouvrir. Voilà. Donc c'est ça qui est dans le crochet ici, et on libère effectivement le crochet de cette façon-là. Et ensuite, on va demander d'ouvrir et de refermer. Voilà.
Voilà. Et je vérifie que ce soit bien fermé. Effectivement, c'est bien fermé, pas de souci. Hop. Ensuite, question de sécurité. Voilà, c'est question de sécurité. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Alors, bah, le capot risque de s'ouvrir, c'est ça le risque. Et donc d'entraîner une mauvaise visibilité, forcément, hein, si le capot est ouvert. Et puis carrément un accident. Là, ça peut aller même plus loin, parce que forcément, avec le vent, le capot peut carrément s'envoler. Et celui qui se le reçoit derrière, ça va être chaud. Donc, très très important de bien fermer le capot. Alors, la réponse. Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Question numéro 49. Montrez la commande de recyclage de l'air. Alors, là, la commande de recyclage de l'air qui se trouve ici. On voit ici, effectivement, le symbole de la voiture avec une flèche qui est en forme de C, comme ça. Donc ça veut dire que l'air se renouvelle dans le véhicule. Voilà, ça, recyclage de l'air. Alors, question de sécurité. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Alors, le risque, c'est qu'il y ait de la buée qui se forme sur les vitres. Avec l'action du renouvellement d'air, bah, ça dépend bien évidemment de la température extérieure et intérieure du véhicule. Température à l'extérieur et la température à l'intérieur du véhicule. Et donc là, il y a de la buée qui peut se former. Alors, un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées. Ouais. Alors, parlez bien du risque de mauvaise visibilité, je ne l'ai pas dit ça. Donc, certainement que on peut vous dire, oui, l'apparition de buée sur les vitres, c'est ça le risque. Mais on ne sait jamais, hein, on peut vous dire, bah, préciser, parce que, ok, s'il y a de la buée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, j'ai une mauvaise visibilité, et donc là, il faut que j'arrête justement le bouton de recyclage. Donc, mauvaise visibilité, hein, il ne faut pas oublier de le préciser. Alors, question numéro 50, montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. On l'a vu tout à l'heure. Mais la question de sécurité est différente. Quel est le principal risque d'une absence du liquide lave-glace? Et bien forcément, bah, si on n'arrive pas à nettoyer le pare-brise ou la vitre arrière, bah, forcément il y aura une mauvaise visibilité. Hein. Alors, donc une mauvaise visibilité. Bon voilà, ils vont à l'essentiel. Hein. C'est une bonne chose. Question numéro 51. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Alors, bon, on va allumer. Voilà. Bien, ici je mets les feux, comme je vous l'ai dit, tiens, j'ai les feux de brouillard arrière qui sont allumés. Feux de brouillard avant, pardon, c'est allumé. Je mets les feux de croisement en route et je pousse le bouton vers l'avant, la manette, le commodo, comme on dit. Et on pousse vers l'avant. Et ici, on voit le voyant de couleur bleue, un seul voyant de couleur bleue que vous aurez. C'est fait exprès pour attirer l'attention du conducteur ou de la conductrice, pour être sûr que effectivement c'est bien approprié d'utiliser les feux de route au moment où vous conduisez. Alors, si c'est pas approprié, si vous êtes par exemple en agglomération et que vous voyez un voyant bleu comme ça allumé sur le tableau de bord, pas bon du tout. Il faut les éteindre. Voilà, là c'est éteint. Et on n'oublie pas, Marco, d'éteindre tous les feux. Voilà. Alors, question de sécurité, en lien avec les feux de route. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Bah, le risque, c'est de débouillir les autres usagers, hein, forcément. Donc le voyant ici, hein, de couleur bleue, hein, on l'avait vu. Et un risque d'éblouissement des autres usagers. Ensuite, question numéro 52. Vérifier l'état de la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors, on l'avait vu, je vais remettre en route. Hein. Tac. Alors. Et ils sont ici, on les voit bien. Hop, ils sont allumés. État, propreté et fonctionnement, hein, ils sont en bon état, ils fonctionnent et ils sont propres, pas de souci. Donc, quelle est leur utilité aux feux diurnes? Eh bien, tout simplement que le véhicule soit visible en journée. Voilà, quand il fait jour, qu'on puisse voir un véhicule. Alors, tout simplement parce que quand on se croise, quand deux véhicules se croisent de près, ou même quand on est même de jour, si on est dans une intersection assez étroite et qu'on se croise, c'est quand même bien d'avoir les feux de jour pour ne pas risquer de se toucher. Alors, rendre le véhicule plus visible le jour. Voilà la réponse. Ensuite, vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. La boîte à gants, tac, et on a le constat amiable qui se trouve ici. C'est un document bleu, hein, constat amiable, qui peut être utilisé dans toute l'Europe. Donc c'est ce document-là. Ici, c'est un kit d'utilisation où on a la règle pour faire le dessin
le dessin ici. On a une notice d'utilisation à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est un kit qu'on peut trouver voilà, chez Naruto, j'en sais rien. Mais le document, voilà, c'est celui-là qu'il faut montrer. Hein. Ce document-là qu'il faut montrer à l'inspecteur ou l'inspectrice. Hein. Alors, en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Eh bien, dans un délai de 5 jours ouvrables. 5 jours ouvrables, hein, donc le samedi et dimanche ne compte pas. Voilà, on va vérifier la réponse. 5 jours. Voilà. Question numéro 54. Vérifier la présence du triangle de présignalisation. Alors, on vérifie la présence du triangle de présignalisation. Alors, pour ouvrir le coffre, on le verra aussi, les questions suivantes. Ici, au milieu, pareil, hein, à peu près au milieu, et bon, on a un bouton. On appuie dessus, hop, ça s'ouvre automatiquement. Bien. Alors, ici, habituellement, je mets en évidence le triangle de présignalisation, mais là, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que si ça se balade dans le coffre, pendant que vous conduisez, ça ne va pas le faire, du tout. Ça ne va pas le faire, mais voilà, c'est tout simplement dans la trousse qui se trouve ici. Ça, je le mettrai en évidence, en revanche. La trousse est ici, et vous avez le triangle de présignalisation. Voilà, qui est ici. Et pour ouvrir celui-là, voilà, il est ici. Bien. Alors, je suppose que ça aura du mal à refermer, bien évidemment. Voilà. Hop, on va refermer la trousse. Voilà. Et on va refermer le coffre. Bien, question de sécurité. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur l'autoroute? Je l'avais dit tout à l'heure, hors de question de l'utiliser sur l'autoroute. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un risque, déjà pour vous. Hein. Si vous sortez pour vous éloigner du véhicule, au lieu de rester derrière la lisière de sécurité, eh ben, il y a un risque avec les voitures qui roulent quand même à plus de 130 km/h, donc risque d'être fauché par un véhicule. Donc voilà pourquoi, hors de question d'aller sortir, aller dans le coffre, aller à 30 mètres du véhicule pour installer le triangle de présignalisation. Et aussi parce que le triangle risque de s'envoler, hein, tout simplement avec les véhicules aussi qui roulent très très vite. Hein. Si le triangle s'envole et que ça atterrit sur justement un autre véhicule, ça peut être très très chaud. Donc voilà pourquoi, hors de question d'utiliser le triangle de présignalisation quand vous êtes en panne, quand vous avez eu un accident, on n'utilise pas le véhicule de présignalisation sur l'autoroute. Donc voilà pour les explications. Et maintenant la réponse. La réponse non, on n'utilise pas sur l'autoroute. Alors, ici, question numéro 55. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Hein, donc on avait vu hein, le voyant, donc de quelle couleur il est? Bon, il est de couleur rouge. D'accord? Donc vous répondez de couleur rouge. Maintenant, encore une fois, voilà, on va voir le voyant. Hein, il est... Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi il me fait... À chaque fois, il me fait ça, lui. Voilà. Il est... voyant de couleur rouge, c'est celui-ci. Alors, donc vous répondez bien évidemment hein, la réponse qui est indiquée, hein, donc de couleur rouge, mais on ne sait jamais, encore une fois, on peut essayer de vous piéger en vous disant tout simplement, enfin c'est pas un piège, hein, c'est juste pour savoir si vous connaissez le véhicule, on peut vous dire mais sur ce type de véhicule là, de quelle couleur est ce voyant? Et bien je vous l'avais dit tout à l'heure, on va le revoir, il est orange, on va savoir pourquoi, et il est là, voilà. Question de sécurité, quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? On l'avait dit tout à l'heure aussi, donc je vous le redis, c'est risque de détérioration du système de freinage dans son entièreté. Voilà, une détérioration du système de freinage. Okay. Ensuite, question numéro 56. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Alors, nous sommes sur un véhicule Toyota Yaris Cross où c'est du full LED, que ce soit devant ou derrière. Donc, quand c'est du full LED, eh bien, il n'y a pas de changement d'ampoule à faire, sauf si c'est cassé lors d'un accident, par exemple, hein, on ne sait rien. Voilà, il y a eu un accident, c'est cassé, bah là, il faut carrément changer. Mais sinon, le LED sur les véhicules ne se change pas. Donc ça, bah, vous allez le dire, vous dites tout simplement, hein, vous dites c'est du full LED. Hein, donc, alors vous pouvez indiquer, hein, vous dites c'est sous le capot. Donc il faut ouvrir le capot et c'est au niveau des feux à l'avant. Mais étant donné que c'est du full LED sur cette voiture, et ben on ne change pas les feux. Question de sécurité. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Alors, en cas de panne d'un feu de croisement, les conséquences, c'est que ben, vous aurez moins de visibilité. Forcément, vous éclairez moins hein, la route. Vous serez moins vu par les autres, forcément. Et surtout, alors là, très important, c'est que vous risquez d'être confondu par un deux roues. Et ça, je peux vous garantir que ça arrive. Lorsque vous avez un véhicule dont l'un des feux ne fonctionne pas, dans la nuit, il y a de fortes chances pour le prendre pour
pour un deux roues. Et là, ça peut être chaud, parce que si vous faites un dépassement et que vous pensez que vous dépassez un deux roues alors que c'est une voiture que vous dépassez, ça peut être très très chaud. Donc voilà pourquoi ce genre de question est posée, parce que ça sera à vous de faire attention à ce que lorsque vous avez un feu qui est défectueux, tout de suite le changer. Là, ça peut devenir très dangereux. Alors, la réponse, voilà. Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues. Voilà. Ensuite, question numéro 57. On va baisser un petit peu. Alors, si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, le limiteur est ici. Donc vous montrez ce bouton-là, hein, c'est pas la peine d'aller chercher les symboles, tout ça, etc. Enfin, c'est bien de le savoir. Mais voilà, le limiteur est ici. Tout ce qui est aide à la conduite, c'est ici, sur ce véhicule. Alors, question de sécurité. Hein. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Son utilité est tout simplement de ne pas dépasser la vitesse qui a été programmée par le conducteur ou la conductrice. Donc, si vous programmez une vitesse, hein, je prends un exemple, 70 km/h, eh bien, vous aurez beau accélérer, cette vitesse-là ne sera jamais dépassée. Alors, la réponse, ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Voilà. Ok. Ensuite, question numéro 58. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Eh ben, là aussi, pareil, hein, vous pouvez tout simplement dire que c'est du full LED sur cette voiture. Sinon, vous précisez qu'il faut ouvrir le coffre, et c'est sur les côtés, au niveau des blocs optiques, hein, au niveau des feux, c'est là où on change les ampoules, donc à l'intérieur du coffre. Alors bien évidemment, il y a de fortes chances pour que, quand vous donnez cette explication-là, l'inspecteur ou l'inspectrice ne vous demande pas de sortir, d'ouvrir le coffre, etc. etc. Donc si vous avez précisé que c'est du full LED, et que ça ne se change pas, mais que vous savez où on fait le changement, bien évidemment, on ne va pas vous demander de montrer exactement où c'est, etc. Question de sécurité, hein, quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Eh bien, il y a un manque de visibilité des autres usagers, forcément. Hein. Alors, les feux de position, ça ne sert pas à éclairer, ça sert à être vu. Donc, il y aura un manque de visibilité, d'être vu, pardon, par les autres. Alors, il y a aussi un risque d'être confondu par un deux roues. C'est aussi le risque. Hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait la réponse ici, ça m'étonnerait. Voilà. Être mal vu et risque de collision. Alors, question numéro 59. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Donc, c'est allumé. Ici, nous avons, voilà, là c'est l'arrière, hein, on voit bien ici, hein, la vitre arrière avec l'essuie-glace, et ici c'est sur 0. Voilà. Hop, et bien on l'entend derrière. Alors, ça peut aller plus vite, hein, ici. Voilà, ça va beaucoup plus vite. On va le laisser comme ça. Et on va regarder effectivement si ça fonctionne bien. On regarde dans le rétroviseur. Ah ben, il en met un temps lui. Voilà. C'est ici. On va le mettre plus vite. Voilà. Tac. Et je vais remettre sur 0. Ensuite, question de sécurité. Hein. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Alors, on peut actionner le désembuage arrière. En mettant le désembuage arrière, parce que la plupart du temps, quand il pleut, il y a aussi de la buée. Pas tout le temps, mais s'il y a une différence de température à l'intérieur du véhicule par rapport à l'extérieur du véhicule, de la buée peut se former. Donc à ce moment-là, eh ben, effectivement, si vous voyez que vous enlevez la pluie derrière, mais qu'il y a de la buée, eh ben, vous allez utiliser bien sûr le désembuage arrière du véhicule. Réponse. La commande de désembuage arrière. Le terme dégivrage peut remplacer celui de désembuage. Vous pouvez dire dégivrage aussi. Hein. Dégivrage ou désembuage de la vitre arrière. Alors, question extérieure numéro 60. Ouvrez et fermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Ok. On sort de la voiture. On arrive ici. Et comme je vous l'ai dit, hein, au niveau du logo Toyota, vous appuyez. Hop, c'est automatique. Hein. Tac, vous attendez que tout s'ouvre. Et ensuite, vous appuyez ici. Alors, on peut le faire manuellement, mais c'est un peu lourd. Hop, on appuie ici. Ça, c'est le verrouillage centralisé des portes. Et on attend tout simplement que ça se ferme. Voilà. Et on vérifie ici sans réappuyer dessus. Hein. Je dis ça parce qu'on m'a déjà fait le coup. Et on vérifie, bah, c'est bien fermé. Alors, question numéro 61. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Alors, les attaches de type Isofix, hein, on peut les voir ici, à l'arrière. Voilà, c'est là où il y a le dessin. Alors, je vais descendre de la voiture. Bien que ce soit une vérification intérieure. Hein. Voilà, ici, vous l'avez ici. Tac. Voilà, donc on clipse.
le siège bébé, ici. Alors, bien évidemment, c'est sur les deux sièges à l'arrière et c'est aussi à l'avant du véhicule. Mais bon, on vous demandera essentiellement à l'arrière. Alors, à l'avant sur le siège, bien sûr, passager. C'est pas sur le siège conducteur. Sur le siège conducteur, vous ne pouvez pas mettre de siège enfant. Bien. Alors, la question de sécurité. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur les attaches de type Isofix? Bien sûr que non. Les réhausseurs, par exemple, tout ça et tout. On ne peut pas. C'est pas possible. Il y a d'autres aussi types de fixation. Bien évidemment, c'est pas compatible. Donc, vous répondez non. Il faut que ce soit voilà, un siège qui soit, vous pouvez dire, homologué. Donc la réponse, non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Voilà, bon, les sièges homologués, Isofix, pas de souci, ça passe. Alors ici, ouvrez et fermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. On l'a fait, on ne va pas le refaire. Alors, quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Alors, si on a des objets sur la plage arrière, le risque c'est que ça devienne un projectile, donc il faut faire très attention à ne rien mettre sur la plage arrière. Et puis il y a un risque de mauvaise visibilité à l'arrière du véhicule, bien évidemment, forcément vous verrez beaucoup moins. Alors, la réponse, mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. J'ai pas précisé effectivement en cas de freinage, choc effectivement, mais ça passe, si vous dites ça peut être un projectile dans le véhicule, il n'y a pas de problème, ça passe. D'ailleurs, tiens, un petit aparté, voilà pourquoi, c'est bien de le savoir quand même, voilà pourquoi le triangle de présignalisation ne doit jamais être à l'intérieur du véhicule, d'accord? Ça doit toujours être dans le coffre. Réponse, tout simplement parce que, ça doit être dans le coffre, tout simplement parce que, à l'intérieur du véhicule, ça peut devenir un projectile. Et là, ça peut être très dangereux, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, vous verrez si vous l'avez entre les mains, quelque chose qui est assez lourd, donc là il faut faire attention. En revanche, le gilet de haute visibilité, forcément, il faut que ce soit à l'intérieur du véhicule, tout simplement parce que vous allez l'enfiler et dès que vous allez sortir du véhicule, vous serez visible. C'est mieux que ce soit à l'intérieur du véhicule plutôt que dans le coffre. Et comme c'est un objet qui est souple, ça risque pas d'être un projectile dans le véhicule. Donc voilà pourquoi l'un est à l'intérieur du véhicule et l'autre doit être dans le coffre. Bien, ensuite, on passe à la question 63. Montrer sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Alors, ce voyant, on va éteindre d'abord pour pouvoir avoir tous les voyants allumés. Donc j'éteins et je vais rallumer. Attends quelques secondes, je rallume. Le voyant se trouve... eh ben je l'ai raté. Normalement il est là. Hop, il est là. Voilà, juste là. Alors le voyant avec une sorte de pneu dégonflé et un point d'exclamation au milieu du voyant. On va le revoir. Voilà, il est juste là. Okay. Question de sécurité, à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Donc on l'a dit tout à l'heure aussi, donc tous les mois, chaque mois à peu près, ou lorsque l'on a un trajet long à effectuer. Question 64. Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture et vous assurer de son verrouillage. On l'a fait tout à l'heure, à le refaire, donc la manette se trouve ici. Ensuite, question de sécurité. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? L'utilité du dispositif de sécurité, donc c'est-à-dire le local de déverrouillage qui se trouve au milieu, là que je vous ai montré. Alors c'est quoi son utilité? Ça sert au cas où si le capot est mal fermé, a été mal fermé, à ce que pendant que vous rouliez, il ne s'ouvre pas complètement. Auquel cas, on l'avait dit tout à l'heure, c'est super dangereux. Voilà, capot qui risque de carrément s'ouvrir avec le vent, ça peut être très très dangereux. Alors, la réponse. Donc empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. D'accord? Donc, question 65. Montrer la commande de réglage de hauteur des feux. On l'avait vu. Ici. Voilà. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas risquer d'éblouir et pour avoir une bonne visibilité sur la route la nuit. Montrer où se situent les gicleurs. Ça, c'est la question 66. Montrer où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Hop. Voilà, nous avons les gicleurs ici. On voit ici, donc il y a le produit qui va directement sur le pare-brise. Voilà, ici et ici. Alors sur certains véhicules, c'est carrément à l'intérieur des balais d'essuie-glace. Il y a simplement un tuyau qui arrive jusqu'ici.
Et donc là, voilà, là en l'occurrence, c'est pas le cas, hein. Sur ce modèle, il y a des éditeurs qui sont juste ici. Bien, donc, question de sécurité. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Eh ben c'est la principale conséquence, c'est qu'on ne puisse pas nettoyer les vitres, hein, et donc il y ait une mauvaise visibilité. Mauvaise visibilité. Voilà, une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Bien, bien, bien. Question 67. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. On l'avait fait tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, c'est automatique sur ce rétroviseur, hein, pas de souci. Voilà. Quand la luminosité captée ici, ça assombrit le miroir. Donc, quel est l'intérêt de la position nuit? Ça sert à ne pas être ébloui par les autres véhicules qui nous suivent. Alors, contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. On l'a vu, c'est la partie visible du pneu, hein, et on vérifie qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'il n'y ait pas de hernie, hein, de bosses qui se sont formées. Voilà, on vérifie que tout soit nickel. Alors, ici par exemple, voilà, en bon état, toute anomalie doit être signalée. Vous voyez, voilà. Alors, question de sécurité. Citez un endroit où l'on peut trouver la pression préconisée pour les pneumatiques. On l'avait vu aussi. Hein. Un endroit. Ah oui, il n'y en a qu'un là. Un endroit seulement. Donc, la notice d'utilisation, hein, du véhicule. Sur la petite plaque indicative qui est côté conducteur, on l'avait vu aussi. Et sur la trappe à carburant, hein, du véhicule. Encore une fois, trappe à carburant, c'est très rare, surtout sur les nouveaux véhicules. Alors, elles sont indiquées soit sur une plaque, sur une portière, c'est plus la portière conducteur, hein, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Ensuite, vérification 69, faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position rapide. On l'avait vu. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? Pareil, on a vu, lorsque ça laisse des traces, hein. Pas de souci là-dessus. Alors, 70. Alors, les questions, à un moment, à partir de 64, les questions se renouvellent. Donc on revient comme si c'était la première question. Sauf que, il y a la question de sécurité qui parfois diffère. Donc c'est pour ça que là, je continue un petit peu plus loin, parce que effectivement, la question de sécurité peut être différente. Donc là, question 70, montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Ça, on l'avait vu, sous le capot, pas de souci. Ensuite, la question de sécurité, quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Ça aussi, on l'avait vu, effectivement, c'est un manque de freinage, enfin, un freinage qui soit inefficace. Alors, une perte d'efficacité du freinage. Ok. Alors, vérifier la présence du gilet de haute visibilité. On l'avait vu, effectivement. Je mets généralement sur le dossier arrière, dossier passager, hein, ici à l'arrière, juste là. Voilà. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le triangle de présignalisation. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. On l'a vu, effectivement, sous le capot. Et le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud. Risque de brûlure, ça aussi on l'avait vu. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. On l'avait vu aussi, hein. C'est voilà, ce bouton-là. Hop, on appuie dessus. Et effectivement, on a le voyant de fonctionnement qui est là. On doit le montrer. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Ben forcément, qu'il y a un manque de visibilité à l'arrière du véhicule. Contrôler l'état de la propreté, le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir, on l'avait vu aussi. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les vérifications intérieures et extérieures. Je vais m'en assurer. Montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur, on l'a vu. Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile? Effectivement, le moteur froid est sur une surface plane. On va éteindre le moteur. Ok. Contrôler l'état de la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière, on l'a vu. Dans quel cas doit-on les utiliser? On les utilise quand on est en panne ou lorsqu'il y a un fort ralentissement. Alors ensuite, vérifier la présence de liquide au test. Donc là, c'est voilà, taux d'alcoolémie 0,2 pour les conducteurs ou conductrices en permis probatoire, 0,2 grammes. Alors, contrôler l'état de la propreté et le fonctionnement des feux de route, citer un cas d'appel lumineux, un cas d'utilisation de l'appel lumineux, on a vu. Ouais, voilà, donc ça reprend après. Voilà. Donc, aux alentours, alors montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur, on l'a vu sous le capot, hein, effectivement, la jauge d'huile. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Détérioration, casse du moteur. Hein.